Donc, c'est un projet qui a mobilisé plusieurs acteurs, hein, on va le voir dans l'introduction. En ce qui concerne l'animation de ce temps d'échange et de retour, on va le faire à plusieurs voix. Pour l'Omédit, ça sera Monique Bonnefou qui interviendra. Pour le CRATB, ça sera Philippe Serraillet qui prendra la parole. Nous aurons un temps ensuite de présentation des lauréats au concours qui sera fait par Hervé Vergne, qui est à côté de moi, là. Bonjour. Tout près. Tout près. Et Marie Poiré, qui a préparé avec de main de maître cette présentation, fera la partie une présentation sur les réponses aux questionnaires et le déploiement de la campagne. Donc, on tenait vraiment à remercier tous. Donc, Cécile Mourlan, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, pour avoir coaché cette campagne de main de maître et nous avoir régulièrement mobilisés et rappelé à l'ordre. Toutes les équipes EMA, EMH se sont mobilisées. Monsieur Glanzen, qui est au titre de France Asso Santé, a été vraiment très partie prenante dans la partie rédaction des outils pour les résidents d'EHPAD. Et Caroline Weiss, notre assistante, qui a contribué à la création d'outils de très bonne qualité. Voilà. Par contre, tous ces outils, vous allez le voir, on va vous le dire au fil de cette présentation, seront disponibles sur nos sites. Le site commun pour l'instant, CEPIA, CRATB, et le site de l'Omédit également. Et surtout, on va utiliser une formule un peu au bout du jour. On sera là l'année prochaine, on continue. Donc, on vous engage à réutiliser ces outils à des moments peut-être où vous aurez un peu plus de temps que la temporalité de cette campagne. Marie, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, l'origine de ce projet, rapidement, c'est en fait la continuité de la campagne que nous avions menée à l'échelle de la région concernant la diminution de la résistance aux antibiotiques à l'établissement de santé. 2023, nous avions choisi de cibler la personne âgée. C'était en lien avec en fait, l'exposition aux antibiotiques en région de cette catégorie de patients. Les cibles étant à la fois les professionnels et les usagers. Et on avait cette année, pour nous aider dans cette campagne, les outils qui ont été créés au niveau de la région sous l'impulsion du CRATB, que sont la plaquette de bon usage des antibiotiques à EHPAD, et également la plaquette prélèvement, qui sont vraiment le fruit d'une contribution large des référents infectiologues du CRATB, des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie et voilà, un petit peu du CPIAS aussi pour certaines relectures et bien sûr de l'Omédit. Diapo suivante. Juste pour vous rappeler quelques éléments de contexte, donc on a démarré cette campagne entre avril et septembre 2023 par la création de groupes de travail. Il y avait trois groupes qui se sont mis en place. Le 19 septembre, on a présenté la campagne lors d'une autre réunion annuelle qui est commune entre les équipes mobiles en hygiène et les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Le 24 octobre, webinaire de présentation où on a invité donc les structures EHPAD et les professionnels EMA, EMH, la ville à la présentation de la campagne. On a démarré top départ le 20 novembre 2023 et du 20 novembre au 20 décembre, vous aviez toute la latitude pour utiliser l'ensemble des outils qui vous étaient proposés. Avec une clôture prévue le 20 décembre. Et donc, on est aujourd'hui le 5 mars avec une présentation de résultats, mais qui n'est pas pour nous une clôture de la campagne, puisqu'on pense que ces outils sont tout à fait adaptés, utilisables et doivent être utilisés pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité ou le temps à d'autres moments et seront vraiment, seront à disposition pour un certain nombre, bonne durée. Et donc, 2024, on continue. Donc, tous engagés. Donc, vous voyez tous les partenaires qui se sont mobilisés autour de cette campagne, à la fois les acteurs régionaux que je vous ai cités tout à l'heure, les équipes opérationnelles multidisciplinaires en antibiothérapie, les CPTS, MSP, les EHPAD, les pharmaciens, les ordres. Je ne les ai pas cités, mais il y avait Valérie Garnier au titre de l'URPS des pharmaciens, l'URPS des médecins, l'URPS aussi des IDEL. Donc, toutes ces personnes ont été à un moment donné associées ou ont contribué largement à la création de ces outils. Diapo suivante, Marie.
Merci. Donc, concernant les outils, donc, il y avait pour mémoire une affiche avec un QR code qui vous permettait d'accéder à l'ensemble des quiz en ligne sur chaque, donc 3 quiz, un quiz donc, médicaux, un quiz paramédical, médical, un quiz destiné aux usagers qui était accessible donc via les pharmacies, les cabinets libéraux et également un tuto pour les usagers. Donc, à l'issue du quiz, vous aviez vos scores et les argumentaires. Donc, Marie vous présentera les résultats. Diapo suivante. Et puis des outils d'animation que l'on avait travaillé, ciblés vraiment sur les résidents et les familles, avec un guide d'animation et un ensemble de jeux. Donc Monique reviendra dessus dans la partie voilà, campagne outils usagers, avec un film aussi pédagogique qui vraiment pourra être réutilisé. Ces outils, je vous dis, vivent après la campagne. Et pour finir, le concours d'affiches et de slogans. Donc voilà pour quelques éléments de contexte. Je laisse la parole à Marie Poiret, notre interne, pour la suite. Merci Marie. Bonjour à tous. Donc merci. Donc je suis Marie Poirel. Moi je veux donc vous présenter la partie des quiz et donc plus particulièrement les résultats qu'on a recueillis sur les usagers et les infirmiers. La partie personnel médical sera faite par un collègue du CRATB. Donc tout d'abord, on va regarder les résultats globaux sur la région. Donc cette campagne a totalisé 1322 quiz qui ont été réalisés sur cette période. Sur la carte de l'Occitanie, on peut voir dans les différentes nuances de violet le taux de participation au quiz. Donc on peut voir que le Gers a été très actif. On a 257 quiz réalisés sur ce département. Et on a décidé de faire un petit podium, cette fois-ci par taux de participation par habitant, pour que ce soit un peu plus équitable. Et donc nous avons comme en première place la Lozère, suivi du Gers, puis des Hautes-Pyrénées. Donc on peut féliciter ces 3 départements pour leur activité lors de la campagne. Pour ce qui est de la participation des soignants, on avait donc les infirmiers, un quiz infirmier et un quiz personnel médical. La majorité... C'est efficace. La majorité des infirmiers étaient donc en institution. Quant au personnel médical, on est plutôt sur du 50-50 avec moitié libéral, moitié en institution. Et on a une toute petite partie qui a le double statut. Donc, concernant les quiz, on peut voir que ce soit les usagers, les infirmiers ou le personnel médical, ils ont réalisé environ 400 quiz chacun, avec un bon taux de réponse aux alentours de 80% chacun. Donc, concernant les usagers, là, je vous ai mis une vue globale. Ouais, Caro, excuse-moi, non, mais je pense que c'est là, c'est le rappel que tu m'as envoyé. S'il vous plaît. Ouais, ça doit être ça, non, c'est bon, là. Ok, je te remercie. Ciao. Merci. Excusez-nous, Marie, on va essayer de régler le problème, mais je crois que Caroline peut prendre la main sur le micro. Merci, pas de problème. Donc là, je vous ai mis une vue globale sur le questionnaire. Donc effectivement, on ne peut pas trop lire, mais c'était juste pour vous expliquer. Donc on a différents thèmes sur chaque questionnaire. On a donc les propositions où il fallait répondre soit vrai, soit faux, indiqué par la petite coche ou la croix rouge. Et à côté, nous avons donc le taux de bonne réponse avec le pourcentage. J'ai décidé d'encadrer en rouge les réponses avec un taux inférieur à 70%. En orange, les réponses avec un taux de bonne réponse inférieur à 75%. Et en jaune, lorsque c'était inférieur à 80%. Et on va plutôt détailler les réponses rouges et oranges. Donc sur le premier thème, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ça vous rappelle quelque chose. Pour la première question des usagers, les antibiotiques sont inefficaces sur les virus, donc on n'avait que 62% de bonnes réponses. C'est une notion qu'on peut penser bien connue des usagers, et finalement pas tant que ça. Donc effectivement, les antibiotiques agissent uniquement sur les bactéries. L'autre proposition, la présence de bactéries dans un prélèvement est toujours signe d'une infection. Là, il fallait répondre faux, et on a 78% de bonnes réponses. Sur le deuxième thème, j'ai mal à la gorge et j'ai des difficultés pour avaler. Que dois-je faire? Donc la proposition sur laquelle on va s'intéresser, c'est je vais voir mon pharmacien qui pourra faire un test
pour différencier l'angine bactérienne d'une angine virale et m'orienter si besoin vers un médecin. Là, on avait 70% de bonnes réponses, ce qui est plutôt pas mal, mais 30% de personnes ne sont pas au courant qu'ils peuvent réaliser un test chez le pharmacien. Notamment le TROD angine, on a ce qu'on appelle la dispensation conditionnelle. Donc c'est assez nouveau, c'est un décret de décembre 2021. Et donc le prescripteur va indiquer sur cette ordonnance conditionnelle l'examen biologique ou le TROD à réaliser et le résultat à obtenir pour la délivrance. La délivrance d'un antibiotique qui sont indiqués ici dans cette liste. Et on a un arrêté de fin 2023 qui conditionne cette délivrance de certains antibiotiques à un TROD angine positif. Je vous ai mis une petite affiche qu'on peut retrouver sur le site de l'Eumédite Occitanie. Le troisième thème, connaissez-vous les conséquences possibles de la prise d'un antibiotique inadapté sur votre état de santé? Là, on va s'intéresser à la proposition suivante. Je peux échanger des bactéries devenues résistantes avec mon entourage. Donc là, on n'avait que 69% de bonnes réponses. Effectivement, les bactéries, qu'elles soient résistantes ou non, peuvent se transmettre par les moyens que nous connaissons, contact, gouttelettes ou air. Et le dernier thème que nous aborderons côté usager, comment se développent les bactéries résistantes aux antibiotiques? Utiliser des antibiotiques actifs sur un très grand nombre de bactéries permet de réduire le risque d'apparition de résistance des bactéries aux antibiotiques. Il fallait répondre faux. On a 73% de bonnes réponses. Donc effectivement, c'est le contraire. Plus un antibiotique est spécifique de la bactérie responsable de la maladie, moins il va tuer les bonnes bactéries. Donc là, c'était un thème peut-être un peu plus compliqué. Effectivement, nous avons quand même 3 questions avec un taux de réponse inférieur à 80%. La deuxième question, la consommation d'animaux d'élevage traités par des antibiotiques de manière préventive participe à l'augmentation des résistances bactériennes chez l'homme. Donc là, c'était bien vrai. On a 70% de bonnes réponses. Et donc, chez les animaux, tout comme chez l'homme, cette utilisation de médicaments entraîne la sélection de bactéries résistantes. Et ces bactéries pourront être transmises ou retrouvées dans l'environnement. Et la dernière question, dans moins de 30 ans, les bactéries résistantes pourraient tuer plus d'individus que le cancer. C'est une proposition vraie. On a 76% de bonnes réponses, ce qui est plutôt pas mal. Comme outil d'aide à la résolution du quiz usager, on avait la vidéo usager et famille qu'on retrouvait dans les outils de la campagne et qui est toujours disponible sur le site du CEPIAS. On a également, je vous ai mis ici, une plaquette qui s'appelle les antibiotiques, qui donne quelques éléments de réponse et qu'on retrouve également sur le site du CEPIAS. Donc pour les usagers, les messages à renforcer, ce sont l'inefficacité des antibiotiques sur les virus, la réalisation de TROD en officine et l'antibiorésistance qui est un enjeu majeur en santé publique. Maintenant, je vais vous détailler les quiz des infirmiers. Donc, ce sont eux qui ont été le plus nombreux à réaliser les QCM, près de 500 quiz réalisés. On a un bon taux de réponse à 81%. Là, de la même manière, je vous ai remis une vue globale. On peut voir qu'il est un petit peu plus encadré, mais lié au fait que le questionnaire était peut-être un peu plus compliqué aussi. Je vous présente donc les outils qui vont nous aider à répondre aux différents quiz. Donc, on a le guide de prélèvement microbiologique en EHPAD, une plaquette antibiothérapie en EHPAD, une plaquette bactéries multirésistantes et bactéries hautement résistantes en établissements médico-sociaux, et une plaquette précaution standard hygiène des mains. Ces plaquettes sont de la même manière disponibles sur le site du CEPIAS Occitanie. Pour le premier thème, les antibiotiques, une famille thérapeutique à risque pour la personne âgée. Donc, pour la première question, les effets indésirables des antibiotiques sont majorés par la polymédication fréquente chez le sujet âgé. C'était une réponse vraie. On a 77% de bonnes réponses, ce qui est plutôt pas mal. Mais effectivement, il nous semblait important de la mettre en évidence parce qu'on n'atteint quand même pas les 92% des deux questions précédentes. Pardon. La forme galénique de l'antibiotique doit être adaptée aux patients âgés. Là, on n'a que 74% de bonnes réponses, donc on a 25% d'infirmiers qui ne
ne pensent pas adapter en fonction des capacités de déglutition de la personne âgée, ce qui est important puisque ce sont eux qui administrent les médicaments quotidiennement aux résidents. L'infection à Clostridioides difficile survient généralement après la prise de certains antibiotiques. Sa survenue et sa sévérité sont majorées par l'âge, donc c'était une proposition vraie. On n'a que 63% de bonnes réponses. Donc effectivement, les antibiotiques et surtout ceux à large spectre vont sélectionner la bactérie Clostridioides difficile. Et ce risque est d'autant plus élevé que les patients sont âgés. Donc on pouvait retrouver ces différentes réponses dans la plaquette antibiothérapie en EHPAD. Pour tout ce qui est troubles de la déglutition, nous avons cet encadré avec différentes alternatives, des solutions buvables, des sachets, voire l'écrasement de certains comprimés. Et on peut retrouver ces informations sur le site de l'Omedit qui nous parle des troubles de la déglutition. Je compléterai juste, si possible, Marie, excusez-moi de t'interrompre. Oui, sur les troubles de la déglutition, vous trouverez aussi, surtout sur le site, des outils pour évaluer ces troubles et envisager les solutions à apporter avant de prévoir d'écraser les comprimés. Mais ça, c'est valable pour toute thérapeutique administrée par voie orale chez la personne âgée avec des troubles de la déglutition. Il faut vraiment faire le diagnostic, poser ce diagnostic de trouble de la déglutition, réfléchir en pluridisciplinarité sur la conduite à tenir entre le médecin, le pharmacien, l'infirmier, et l'écrasement ou l'ouverture de la gédule ne doit vraiment arriver qu'en toute fin de solution, quand on n'a vraiment pas d'autre possibilité, et uniquement si cela est possible. Donc voilà, sur le site, vous retrouverez un peu tous ces éléments qui pourront vous aider dans la prise en charge de ces troubles. Je te redonne la parole, excuse-moi. Merci, très bien. Et donc, pour l'infection à Clostridioides difficile, nous retrouvions également la réponse ici, lorsqu'on parle de diarrhée avec exposition récente, moins de 3 mois aux antibiotiques. Le thème suivant, les indications des antibiotiques chez la personne âgée. Donc la première proposition, l'apparition d'une fièvre chez une personne âgée associée à la présence de germes dans les urines nécessite une mise sous antibiotiques sans délai. Donc là, on avait uniquement 51% de bonnes réponses. Il fallait répondre faux. Et c'est la proposition la moins bien réussie du questionnaire des infirmiers. Donc effectivement, là, il faut penser quand même que chez la personne âgée, le tractus urinaire est fréquemment colonisé et qu'une fièvre peut avoir une autre origine. Et il faudra donc explorer d'autres portes d'entrée. La proposition d'après, la prévention d'une surinfection bronchique lors d'un état grippal justifie la prescription d'antibiotiques chez la personne âgée. Donc là, c'était une proposition fausse. On a 73% de bonnes réponses. Le mot important, c'était la prévention. Effectivement, une bronchite, les bronchites sont majoritairement virales. Lorsqu'on a une surinfection, elle peut être bactérienne. Néanmoins, la prévention n'est pas une indication à la prescription d'une antibiothérapie. Et la dernière proposition, la présence d'une bactérie multirésistante aux antibiotiques dans un prélèvement urinaire nécessite la mise en place systématique d'un traitement antibiotique. Donc là, c'était une proposition fausse. On a 78% de bonnes réponses et ça rejoint un peu la même notion que la première question qui parle de colonisation. Là, on voit que sur les BMR, les infirmiers ont bien compris que ça ne se traitait pas systématiquement avec un antibiotique. On retrouvait également dans cette même plaquette antibiothérapie en EHPAD les réponses. Donc pas d'antibiotiques lorsqu'on a une bactérie asymptomatique, une colonisation urinaire, et une fièvre isolée, on ne la traite pas à l'aveugle, il faut prélever et chercher une porte d'entrée. Pour ce qui est des infections respiratoires en EHPAD, elles sont souvent virales. Le thème suivant, les non-indications chez la personne âgée. Une sonde urinaire posée durant 1 mois est systématiquement colonisée par des bactéries. C'était une réponse vraie. On a 66% de bonnes réponses. Effectivement, là, on a une incidence d'acquisition journalière d'une colonisation par sonde qui est de 3 à 10%.
la proposition d'en dessous, si les urines de mon patient sont malodorantes ou foncées, je prélève immédiatement un ECVU. Cela aidera le médecin dans son diagnostic. Donc là, c'était une proposition fausse. On a 69% de bonnes réponses. Effectivement, chez la personne âgée, il faut faire attention. Des urines malodorantes ou troubles sont souvent liées à de la déshydratation. Il faut donc augmenter l'apport hydrique. Et on peut retenir le slogan qui fait un peu sourire, mais qui peut être utile. Pipi qui pue, pas de BU. Donc on ne fait pas d'examen systématiquement. Cette fois-ci, on trouvait les réponses dans le guide prélèvement microbiologique en EHPAD, sur la fiche prélèvement urinaire. Donc dans l'encadré à retenir, on trouvait toutes les réponses. Pas de prélèvement urinaire en cas d'urine trouble ou malodorante, en l'absence de signes cliniques évocateurs, et colonisation bactérienne systématique des sondes urinaires en quelques jours. On retrouve également la notion de urine foncée, trouble ou malodorante, qui ne sont pas une indication à la réalisation d'un prélèvement urinaire un peu plus haut sur la fiche. L'importance de la prévention des infections. Donc là, on va parler un peu plus d'hygiène. L'hygiène des mains des professionnels par friction hydroalcoolique permet de réduire plus efficacement le risque de transmission croisée que le lavage simple par eau et savon. Donc c'était une proposition vraie. On a 72% de bonnes réponses. On se serait peut-être attendu à avoir un peu plus de bonnes réponses, surtout depuis le Covid et la promotion du lavage des mains. Donc effectivement, la solution hydroalcoolique a une action sur les micro-organismes. Elle a aussi des avantages. Elle permet un gain de temps, 30 secondes contre 1 minute 30. Et elle contient des émollients, ce qui entraîne moins de sécheresse et d'irritation qu'un lavage des mains à l'eau et au savon. Pour justifier, on a donc une affiche sur la droite, une affiche du REPIAS pour l'utilisation des produits hydroalcooliques avant et après contact avec les résidents ou leur environnement. Sur la gauche, on a les précautions standards d'hygiène des mains avec une recommandation. La désinfection par friction avec un produit hydroalcoolique est la technique de référence dans toutes les indications d'hygiène des mains en l'absence de souillure visible. L'apport de la vaccination. La vaccination antipneumococcique doit être systématiquement évaluée chez la personne âgée. Donc c'est une proposition vraie. On a 72% de bonnes réponses. Et effectivement, le risque d'infection invasive à pneumocoque augmente avec l'âge. Et d'autant plus à l'EHPAD, elle est 10 fois plus élevée que chez les mêmes patients du même âge à domicile. On retrouvait cette notion de vaccination dans la plaquette antibiothérapie, l'intérêt préventif de la vaccination donc du pneumocoque, mais aussi de la grippe et du Covid en EHPAD. Et la dernière proposition, la survenue d'une grippe chez la personne âgée n'augmente pas le risque de survenue d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Donc là, c'était une proposition fausse. Elle était peut-être un peu plus compliquée, mais on a néanmoins 78% de bonnes réponses. Et donc, c'était l'inverse. La survenue d'une grippe augmente le risque de survenue d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral chez la personne âgée. Comme message à retenir et à renforcer chez les infirmières, ce sont donc l'adaptation de la galénique chez le sujet âgé. Pour ça, je vous ai remis le lien de l'oméditoxytanie sur les troubles de la déglutition. Les antibiotiques et l'âge sont des facteurs de risque d'infection à Clostridioides difficile. Les deux notions d'infection urinaire et de colonisation sont bien à différencier et pas à confondre. Une infection et une colonisation, on traite l'infection mais pas la colonisation. Et les bronchites sont majoritairement virales. On a une efficacité supérieure de la friction hydroalcoolique sur le lavage simple à l'eau et au savon. Et à retenir également l'intérêt de la vaccination antipneumococcique qui est à évaluer chez le sujet âgé. Voilà, donc je vais laisser la parole à Philippe Serraillet qui va prendre la suite sur le personnel médical. Merci Marie et merci beaucoup pour cette présentation très claire. Donc moi je suis docteur Philippe Serraillet, je suis médecin généraliste en activité libérale depuis 25 ans dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Le concept de maison de santé est un peu plus récent, il date de 2018. Et je suis aussi coordonnateur régional du CRATB en binôme avec mon collègue infectiologue, docteur Éric Bonnet, qui est absent aujourd'hui et s'en excuse.
Donc, on va commenter effectivement. Alors, Marie, je te laisserai passer les diapos. Donc là, Oui. le personnel, effectivement, le personnel médical a assez bien répondu. C'était une première pour les soins de premier recours, hein, notamment les maisons de santé. Et via les coordinateurs de CPTS, on a eu quelques remontées de quiz réalisés. Le taux de bonne réponse, effectivement, est un petit peu en dessous des autres catégories. Ça vient certainement également de la complexité des questions, hein, très certainement. Voilà, donc diapo suivante. Donc là, effectivement, comme vous pouvez le constater sur cette vue globale, il y a pas mal d'encadrés en rouge qu'on va pouvoir commenter. Pour ma part, je ne serai absolument pas dans le jugement, bien entendu. Ce sera plus pour identifier effectivement les axes à améliorer au niveau du personnel médical, qu'il soit en établissement de santé ou en ville. Et en secteur médico-social, bien entendu. Alors, donc là, nous avons la bandelette urinaire qui n'a aucun intérêt chez les patients porteurs de sonde vésicale. Donc, la réponse était correcte, enfin, l'item était correct et il y a eu 72% de bonnes réponses. Effectivement, les sondes vésicales sont rapidement colonisées. Donc, effectivement, d'où la présence sur la bandelette urinaire de nitrite. Et de nombreux leucocytes, ce qui ne signifie pas que c'est une infection. L'infection repose sur des signes cliniques, des signes cliniques, des symptômes. Donc là, effectivement, on n'est pas sur cette thématique. Un ECBU est justifié en cas d'urine trouble et malodorante. Donc cet item est faux et on a eu 72% de bonnes réponses. Donc là aussi, effectivement, on peut préjuger que les ECBU sont prescrites à tort dans un certain nombre de situations. Un ECBU de contrôle reste indiqué après un traitement d'une pyélonéphrite grave. Donc là, c'était un item faux avec 61% de bonnes réponses. Effectivement, les ECBU de contrôle en pratique sont souvent demandés alors qu'ils ne sont pas indiqués. Que la pyélonéphrite soit grave ou non, d'ailleurs. Et avec l'évolution clinique favorable, nous suffit largement à affirmer que l'infection est derrière nous, pour ce patient. Ensuite, en cas de pyélonéphrite, l'association amoxicilline acide clavulanique est le traitement à privilégier en présence d'un Escherichia coli sensible à l'amoxicilline. Donc la réponse est fausse et là, dans 76% des cas, nos confrères ont répondu que la réponse était fausse. Donc effectivement, il y a quand même une marge de manœuvre puisque là, avec un Escherichia coli sensible à l'amox, je ne vois pas la fin de la diapo. Excuse-moi, Marie. Oui. Est-ce que c'est logique? Bon, ça, c'est pas grave, je peux répondre quand même. Donc effectivement, cette assertion était fausse puisque on n'avait pas à privilégier un traitement d'amoxicilline acide clavulanique dans cette situation-là. La diapo suivante. Donc ça, c'est effectivement le guide de prélèvement microbiologique en IPAD que nous avons élaboré cette année, sur lequel on s'est reposé. Diapo suivante, ça doit faire le focus sur l'item en question. Voilà, donc qui rappelle que la présence isolée d'urine foncée, trouble et ou malodorante n'est pas une indication à la réalisation d'un prélèvement urinaire. C'est juste un signe d'infection, de colonisation urinaire, excusez-moi, et donc de conseil d'hydratation. La bandelette urinaire n'a pas d'intérêt dans le diagnostic d'infection urinaire associée aux soins, donc c'est-à-dire en présence d'un dispositif endo-urinaire. L'ablation d'un dispositif endo-urinaire datant de moins de 7 jours, chirurgie urologique il y a plus de 48 heures. Donc en cas de suspicion d'infection associée aux soins, une ECBU doit être réalisée d'emblée. Voilà, donc on peut passer sur la diapo suivante. Donc sur cet item, un patient a fait une pneumonie traitée par amoxicilline acide clavulanique. S'il est apyrétique et non oxygéno-requérant après 3 jours, il est possible d'arrêter les antibiotiques au 5e jour. Donc effectivement, ça c'est issu des nouvelles recommandations sur la diminution de durée du traitement qui a été élaborée, enfin, ou c'est en cours, mais en tout cas c'est une réalité. Donc là, on a eu 69% de bonnes réponses.
Donc là, effectivement, il y a pas mal de médecins qui n'ont peut-être pas intégré encore cette notion-là de nouvelles recommandations, mais effectivement, elles ne vont pas tarder d'être consolidées et éditées par la SPILF. Donc là aussi, on peut noter qu'on parle même d'un traitement court de 3 jours dans certaines situations qui peut être suffisant dans cette indication-là de pneumonie, dans le cas où le patient a vraiment eu une bonne évolution dans les 24 heures suivant la prise du début de traitement, une bonne évolution clinique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de fièvre et qu'il n'y ait plus besoin d'oxygénothérapie pour suppléer le patient. Donc là, effectivement, on va vers, voire même 3 jours de traitement antibiotique. Ensuite, chez une résidente qui a des troubles de la déglutition, il est préférable d'écraser son traitement antibiotique pour le mélanger avec son yaourt. Là, donc c'est un item faux, on a eu 74% de bonnes réponses. Effectivement, cette notion de galénique chez les médecins est un peu moins connue que chez les infirmiers ou les pharmaciens. Avant d'écraser un comprimé ou d'ouvrir une gélule, il faut vérifier que cela soit possible avec la galénique. Et donc, effectivement, dans un certain nombre de cas, un certain nombre d'antibiotiques, comme les furoquinolones ou les cyclines, les macrolides, peuvent être chélatés par le calcium. Donc, ça neutralise leur effet. Si on doit les écraser, il ne faut pas les mélanger avec du yaourt qui va les chélater et diminuer leur absorption. Il faut les administrer avec un véhicule neutre comme de l'eau. Donc ça, c'est vrai que les médecins maîtrisent un petit peu moins cette notion-là que les infirmiers qui ont l'habitude de délivrer au quotidien ces traitements. Alors ensuite, sur la plaquette, sur la plaquette d'antibiothérapie en EHPAD, c'est précisé. Donc si tu veux bien faire le focus, Marie. Oui. Donc là, c'est le focus sur les traitements, sur ces fameux traitements qu'on ne doit pas ouvrir, ou en tout cas, il faut essayer de voir les alternatives, comme on l'a évoqué tout à l'heure sur le sujet avec les quiz infirmiers. Diapo suivante. Donc, dans la pneumopathie aiguë, voilà, donc ça, c'est la durée de traitement à 5 jours, si évolution favorable. Donc, vous voyez, on est toujours à 5, mais on peut même descendre à 3. Ça va effectivement être évoqué dans les nouvelles recommandations. Sinon, effectivement, s'il n'y a pas d'évolution favorable, on reste sur une durée de traitement à 7 jours. Diapo suivante. Donc, sur l'hygiène vaccination, donc la mise en place des précautions complémentaires contact impose que le résident en EHPAD reste en chambre pour les repas. Donc là, c'est une assertion qui est fausse. On a eu 72% de bonnes réponses, effectivement. C'est quelque chose qui est admis dans les institutions, qu'on doit garder les personnes en chambre. Donc effectivement, ce n'est pas le cas. Un résident en EHPAD en précaution complémentaire contact impose aux soignants une surveillance de l'hygiène. On doit faire attention, beaucoup plus mettre l'accent sur l'hygiène des mains rigoureuse de ce patient ainsi que de tous les intervenants. Mais on ne doit pas l'empêcher effectivement de participer au repas dans la salle de restauration ou d'autres activités. Diapo suivante, pardon, oui. Voilà, donc le lieu de vie, c'est un lieu de vie, une EHPAD, donc on ne doit pas isoler le résident comme dans un établissement sanitaire, effectivement. Diapo suivante. Les infections cutanées. Donc là aussi, il y a pas mal d'items qui ont été pointés. Donc un patient se présente suite à l'apparition brutale d'un placard inflammatoire bien circoncis de la jambe droite associé à une fièvre. Donc devant ce tableau, vous évoquez en priorité des diagnostics de dermohypodermite bactérienne non nécrosante. Donc là, la réponse est vraie. Ça a été noté à 79%. Il y a 79% de bonnes réponses. On aurait pu effectivement s'attendre peut-être plus, mais en tout cas, c'est ce qui est ressorti de l'enquête du quiz. Vous diagnostiquez une dermohypodermite non nécrosante dont le point de départ est un intertricot chez une patiente en surpoids de 75 ans.
Vous mettez donc en place une antibiothérapie par amoxicilline acide clavulanique pendant 7 jours. Cette assertion était fausse, puisque ce qui est donc ça a été l'assertion fausse a été notée à 70% de bonnes réponses. Effectivement, dans ce cas de figure, c'est un streptocoque pyogène qui est un streptocoque du groupe A. Donc celui-ci est très sensible à l'amoxicilline et ne nécessite pas de traiter par amoxicilline acide clavulanique. Ensuite, vous diagnostiquez un furoncle compliqué au niveau de la joue droite d'un patient de 80 ans. Vous décidez donc de mettre en place une antibiothérapie locale et Péros après réalisation d'un prélèvement bactériologique du PU. Donc cette réponse est fausse. Dans 77% des cas, les participants en quiz ont répondu que cette réponse était fausse. Devant un abcès de l'aisselle, vous prescrivez en première intention une antibiothérapie par pristinamycine ou clindamycine pendant 5 jours et prévoyez en cas d'échec une incision drainage du PU. Donc là, cette assertion était fausse. Là, on peut noter que dans 65% des cas, les personnes, ça veut dire que, donc on dit que c'était faux, ça veut dire que dans 35% des cas, ils ont exprimé que c'était vrai. Alors effectivement, la prise en charge d'un abcès est d'abord, avant tout, chirurgicale, puis médicale, mais elle doit associer donc une incision drainage de l'abcès avec la réalisation d'un prélèvement bactériaux et ensuite une antibiothérapie pendant 5 jours. Donc ce qui avait été avancé dans le quiz. Mais effectivement, il faut faire le drainage chirurgical obligatoirement avant, en même temps. En cas d'impétigo peu étendu au niveau de l'abdomen, une antibiothérapie locale par mupirocine pendant 5 jours est recommandée, associée à des soins de toilette, nettoyage à l'eau et au savon. Donc là, cette assertion est vraie, et dans 67% des cas, les participants ont répondu favorablement. Donc effectivement, là, il n'y a pas d'antibiothérapie Péros dans cette situation-là, et l'antibiothérapie locale suffit complètement. Diapo suivante. Donc là, effectivement, c'est la plaquette antibiothérapie en EHPAD avec le focus sur la dermohypothermite, donc les résipels, la dermohypothermite bactérienne non nécrosante, donc avec une porte d'entrée intertrigo, ça sera avec de l'amox, donc comme ça a été signalé tout à l'heure. Porte d'entrée plaie cutanée ou allergie, on privilégiera la pristinamycine ou la clindamycine, voilà, avec des durées de traitement de 7 jours. Le furon compliqué, pareil, c'est sur une durée de traitement de 7 jours ou de 5 jours. La diarrhée infectieuse, donc les colites à Clostridium difficile peuvent survenir après une dose unique d'antibiothérapie avec tous les antibiotiques, y compris la vancomycine et le métronidazole. Donc cette assertion est vraie, et donc là, les participants ont répondu à 76% de bonnes réponses. La poursuite de l'antibiothérapie est un facteur d'échec de la prise en charge des colites à Clostridium difficile. Donc effectivement, cette assertion est vraie, et là, on a eu seulement 57% des participants qui ont répondu favorablement. Donc là, sur ces questions-là, certains antibiotiques sont plus fréquemment associés aux infections à Clostridium difficile, comme les antibiotiques à large spectre et à activité anti-anaérobie. Une dose d'antibiotiques peut induire une infection à Clostridium, mais les traitements antibiotiques de plusieurs jours ou semaines sont plus à risque. Donc, effectivement, il est donc nécessaire de ne pas prolonger inutilement les antibiothérapes. Et la première mesure à effectuer, c'est d'arrêter l'antibiotique incriminé si cela est possible. Ensuite, en bas, je vois mal, mais c'est les récidives. Il me semble que les récidives des colites à Clostridium difficile sont plus fréquentes, quelle que soit l'antibiothérapie, chez les personnes ayant présenté un épisode. Donc, effectivement, l'assertion est vraie, et les participants ont répondu à 79%. Diapositive suivante. Donc, antibiotiques et personnes âgées, donc la fonction rénale est altérée, la polymédication, il y a un risque d'interaction qui est majoré, il y a des effets secondaires majorés, notamment les infections à Clostridium difficile chez la personne âgée. Limiter et puis là aussi d'autres effets secondaires comme la confusion avec les fluoroquinolones, les diarrhées, limiter la pression de sélection
effectivement en respectant au maximum les indications, en privilégiant les molécules à spectre étroit et la durée courte, limiter au maximum les durées de traitement. Diapositive suivante. Alors voilà les messages à renforcer chez le personnel médical. Donc c'est effectivement de bien poser les indications de bandelette urinaire et de CBU. Ça a été pour ma part auprès des infirmières des EHPAD où j'interviens il y a quelques années où c'était moins évident. C'était un combat même hein, de limiter les indications de CBU parce que le personnel avait tendance effectivement à faire les ECBU avant même une prescription médicale. Donc là, ça a été depuis largement corrigé. Donc, retenir que les pneumonies bactériennes, un traitement de 5 jours, quand il y a une amélioration clinique, un traitement de 5 jours est suffisant, voire même 3 jours. La prise en compte des troubles de la déglutition chez la personne âgée, donc ça renvoie aussi effectivement au site de l'Omédite, qui a fait un gros travail dessus. Et puis l'hygiène des mains, le bio-nettoyage quotidien, c'est effectivement très important dans pour limiter la prévention, pour limiter effectivement les infections. Le traitement des infections cutanées, effectivement, il y a des choses à travailler, que ce soit pour les EMA ou les EMH, il y a des messages à faire passer. Et puis, pour les infections à Clostridium difficile, pardon, de réévaluer à chaque fois la poursuite de l'antibiotique incriminé. Voilà pour ma partie. Marie, si tu veux, je pense que normalement... Oui, je vais juste finir du coup sur Ouais. les outils. Oui. Donc voilà, je voulais vous représenter les outils dont on a parlé là au cours des quiz. Donc ça va permettre, donc tout ce petit bilan sur les quiz va permettre d'orienter les actions régionales à déployer par les acteurs qui interviennent dans le domaine de la prévention des infections et du bon usage des antibiotiques. Et donc ces outils, comme on vous l'a dit, sont disponibles sur le site du CEPIAS Occitanie. Voilà, donc pour la partie quiz. Et également de l'oméga Marie pour la plaquette et les prélèvements. Comme ça, on peut laisser la parole à Monique. Et comme l'a précisé tout à l'heure Marie, les plaquettes qui ont été produites par le CRATB sont disponibles sur le site du CEPIAS dans un onglet marqué CRATB. Puisque nous n'avons pas de site propre, nous avons fait le choix d'être hébergés par le CEPIAS. Et la parole est à vous, je pense, pour le concours. Ah oui, c'est ça. Je ne peux pas la donner à mon copain à côté. Elle ne veut pas que je parle. Allez. Je ne vais pas parler longtemps. Autant pour moi, il n'arrête pas de me faire du pied. C'est juste pour soi maintenant. Non, ce qu'on voulait voir avec vous, c'est que dans le cadre de cette campagne, on avait proposé aux établissements qui pouvaient le faire et qui le souhaitaient, donc de participer à un concours de la meilleure affiche et du meilleur slogan dans le cadre, bien sûr, de cette thématique du bon usage des antibiotiques. Donc, nous n'avons pas la quantité, mais la qualité est là, puisque nous avons 4 établissements. C'est vrai qu'on peut dire que nous avons conscience que la période, Marie l'a rappelé tout à l'heure, du 20 novembre au 20 décembre, on a prolongé jusqu'au 29 décembre. Donc, vous avez donné ce laps de temps pour pouvoir utiliser ces outils et répondre à ce concours. Donc, c'était un temps assez court et puis une période un peu difficile aussi, peut-être, pour mener ça. Mais ce que nous voulions vous montrer, c'est que nous avons donc 4 établissements et nous tenons à les mettre à l'honneur là cet après-midi. Donc, vous avez ici affiché les diplômes qui leur sont remis. Et on va peut-être détailler chacun d'entre eux. Et je crois qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui sont aussi présents, donc ils vont pouvoir prendre la parole. Ce sera plus facile que ce soit eux qui s'expriment. Donc peut-être Marie, sur le premier, il me semble que c'était, si tu continues, c'est le PS Lomagne peut-être en premier. Voilà, on a dit que le Gers, le département du Gers avait été très actif. Donc je crois qu'on a quelqu'un peut-être de l'EMA ou de l'EMH qui veut bien prendre la parole peut-être. Parce que c'est un travail qui a été fait, je crois, avec les résidents. Et je sais qu'il y a l'animatrice, Mme Fabre, qui a beaucoup participé. Et donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Je vois qu'il y a Sophie Arista, mais je ne sais pas si vous avez participé à ce travail.
En tout cas, vous voyez, il y a des affiches. N'hésitez pas, si vous pouvez prendre la parole, allez-y. Hein. Donc, vous voyez des affiches qui sont bien imagées, qui reprennent des slogans. Voilà, un bon diagnostic vaut mieux que des antibiotiques en systématique. Hein. La notion d'utiliser les équipements de protection, de faire le lavage des mains, des infections, les bons gestes contre la transmission. Vous voyez, l'abus d'antibiotiques sans ordonnance ouvre la porte aux résistances. Un antibiotique bien adapté, c'est une infection bien soignée. Donc, on les remercie en tout cas de ce travail. Et pour ma part, avec Sandrine, nous avons convié cette équipe à notre prochaine journée des correspondants en hygiène que l'on organise sur Toulouse le 21 mars prochain. Voilà, où il nous sera présenté un peu plus en détail ce travail-là. Donc, Marie, après, nous avons une autre équipe que vous voyez identifiée, qui est près de Béziers, l'EHPAD à Depuy-Serguier. Donc là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est présent. A priori, peut-être oui. Oui, donc, je crois que l'équipe est là, oui. Si vous voulez L'équipe est timide. Du coup, on est là. Donc, nous, on n'a pas fait le travail avec les résidents ni avec les familles parce que c'est un peu compliqué. Mais du coup, on a fait vraiment un travail d'équipe. On a 2 équipes, une contre-équipe. On a fait avec tout le monde, avec les ASH, les aides-soignants, les infirmiers et moi, la cadre aussi. Et puis, on est content. Du coup, on est content qu'il y ait notre affiche. Voilà, bravo. Bravo. C'est un joli visuel avec les slogans associés. Donc, merci en tout cas d'avoir participé, de continuer dans ce sens-là. Et j'en profite pour remercier le MH de Béziers qui travaille beaucoup avec nous. J'ai vu que Corinne Ballester était là, je la salue. C'est un très bel travail d'équipe. Hein. Corinne, un mot? Oui. Merci beaucoup, Charlie, mais bon. C'est facile de travailler avec vous, vous êtes présente. C'est gentil. Et j'embrasse Brigitte aussi, mais je ne l'ai pas vue. Elle est en vacances. En tous les cas, merci à vous, c'est très très joli. Très bien. Ouais, très beau message. Merci. On avait donc le suivant, Marie, peut-être. Voilà, l'EHPAD Simone de Beauvoir, toujours dans le même coin. Voilà, on a une force de proposition et voilà. Donc, je crois qu'ils ne sont pas connectés peut-être. Je sais qu'il y a des résidents. Caroline Veil m'a dit qu'il y avait des résidents aussi qui avaient participé à ce travail. Et donc, voilà, je vous laisse un peu le regarder avec un visuel un peu différent, mais toujours percutant. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait aussi. Il y a des choses un petit peu aussi originales avec des titres un petit peu flash. Surtout la qualité, c'est qu'il a travaillé avec certains résidents. Corinne, voilà. Oui. Avec certains résidents, d'accord. Oui, mais c'est surtout l'animatrice, qui est une ancienne aide-soignante. Donc, je pense qu'elle y était sensible. Ouais, des messages forts. Hein. L'antibiotique, faux amis pour la vie. Très beau. Bon, je lui dirai parce qu'elle n'a pas pu être là aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci d'avoir pris la parole alors. Je t'en prie. Et on a ensuite le 4e lauréat, c'est nos collègues de Lozère avec l'EHPAD du centre hospitalier de Florac, où là aussi on a un fort investissement de leur part. Et Cécile Mourlan, qui n'est pas là, m'avait bien aussi transmis de faire ce retour aussi sur ces équipes très engagées. Peut-être que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de ce centre hospitalier, donc peut-être quelqu'un peut prendre la parole. Je semble avoir vu écrit tout à l'heure. Alors, il y a eu beaucoup de production du CH de Florac. Donc là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les différents... Avec des vraies personnes. Voilà. On a su donner de sa personne. Et puis des dessins, les antibiotiques, c'est super, mais jamais plus qu'il ne faut. Voilà, des choses assez percutantes aussi. Le diagnostic, pardon, allez-y. Oui, bonjour, vous nous entendez? Oui, très bien. Allez-y.
Je suis l'infirmière hygiéniste de l'hôpital de Florac. Oui. Donc, j'excuse la directrice, Madame Marty, qui n'a pas pu être présente à ce webinaire. Donc, en fait, nous, la participation à ce challenge, c'est le fruit d'un travail en équipe. Donc, elle s'est déclinée en plusieurs étapes, actions portées par les professionnels du centre hospitalier de Florac, au niveau de la direction, du médecin du CLEN, de l'animatrice, des soignants, des cadres. On a inclus aussi le pharmacien, la préparatrice en pharmacie, le service qualité et l'hôpital Lozère, établissement support du GHT. Donc, avec la collaboration de l'équipe mobile d'hygiène et aussi l'EMA, l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie et les résidents, bien évidemment. Donc, au début, j'ai présenté le challenge aux équipes grâce à une affiche afin de récupérer les idées de chacun. L'animatrice de l'EHPAD, bon, parce que nous, on a des chanteurs sur la structure. Donc, elle a travaillé en amont avec les résidents les paroles d'une chanson sur le bon usage des antibiotiques. Et après, donc le 19 décembre, nous avons créé les affiches avec les résidents. L'après-midi, je suis allée échanger avec les résidents sur les antibiotiques. Donc, ceux-ci ont pu me faire part de leurs expériences, de leurs ressentis sur les antibiotiques. Et ensuite, on a organisé une journée sur site avec EMH, EMA et EOH. Donc, le matin, on avait rencontré les professionnels du Cantou et de l'EHPAD pour leur faire remplir le quiz. Et il y a eu un échange avec le pharmacien de l'EMA. Et l'après-midi, donc, on avait tenu un stand à l'entrée de la structure pour rencontrer les familles afin de les sensibiliser sur le bon usage des antibiotiques chez la personne âgée. Donc, on a rempli tous les quiz en ligne. Donc, pour finir, ce challenge nous a permis de sensibiliser les résidents, leurs familles et les soignants sur le bon usage des antibiotiques chez la personne âgée. Et donc, je tenais à remercier l'ensemble, tout le monde, l'ensemble de l'équipe pour leur participation, leur collaboration. Mais merci en tout cas, bravo. Bravo de ce retour et vraiment d'avoir participé. Le résultat est très, très bien, très positif. On peut juste compléter avec l'équipe du GERS qui a mis un petit mot dans le chat, parce qu'ils ne peuvent pas a priori leur micro ne fonctionne pas. Donc on a le docteur, on a un pharmacien, Mélanie Vasseur, pharmacien sur l'EPS de Lomagne, le docteur Gauthier, pharmacien à l'EMA, avec le docteur Arista, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ils n'ont pas de micro, mais merci pour le diplôme. Les affiches ont été faites par les résidents de l'EHPAD de KDO à Florence avec le soutien plus de nos animateurs et des cadres. Voilà, les retours sur cette activité ont été très positifs et pour chaque affiche, les résidents ont souhaité raconter une histoire. Peut-être qu'on peut le remettre, Marie, s'il te plaît. Voilà, celui-là. Donc, les résidents ont souhaité raconter une histoire avec les notions qu'ils avaient retenues lors de la semaine antibiotique. Voilà, donc c'est bien d'avoir ce contenu aussi. Un bon diagnostic vaut mieux que des antibiotiques en systématique. Donc, il y a des messages qui sont bien passés. L'abus d'antibiotiques sans ordonnance ouvre la porte aux résistances. Masque, lavage des mains, désinfection, les bons gestes contre la transmission. Un antibiotique bien adapté, c'est une infection bien soignée. Bravo, c'est une très belle synthèse. Merci, on peut maintenant du coup passer la parole pour le bilan à Monique Modefous. Alors, on a essayé de faire un retour d'expérience sur cette campagne, sachant que voilà, les exemples qu'on vient de voir sont vraiment très beaux, très jolis, très efficaces. Ça nous rassure sur la stratégie de notre campagne. Donc, on avait élaboré un questionnaire pour essayer d'avoir un retour d'expérience justement sur cette campagne. Donc, c'est un questionnaire qu'on vous avait fait passer il n'y a pas très longtemps. On vous a laissé un court délai de réponse, désolé. On a quand même eu 80 répondants à cette enquête. Pour la majorité, malheureusement, ils n'avaient pas pu participer à cette campagne. Seulement une 30% des participants, 30% des répondants à l'enquête,
avaient pu participer à la campagne antibiotique chez la personne âgée. La majorité de ceux qui n'avaient pas pu y participer, c'était essentiellement par manque de temps. On l'a évoqué déjà tout à l'heure, la campagne se déroulant du 20 novembre au 20 décembre, puis on l'a prolongé jusqu'au 29 décembre. C'était assez difficile à mettre en place en si peu de temps. C'est pour ça qu'on vous propose maintenant de pouvoir la réutiliser tout au long de l'année à des périodes qui vous seront plus propices. On avait environ 7% qui n'avaient pas été informés de la campagne. Donc, peut-être on réessayera via nos canaux de donner d'autres informations sur l'utilisation de ces outils, puisque même malgré les webinaires que l'on avait faits, malgré l'appui des EMA et des EMH, il y a encore des EHPAD qui n'avaient pas obtenu cette information. Un bon quart, c'était par manque de personnel, donc des difficultés sur le quotidien à pouvoir détacher du temps à cette campagne, et 10% environ pour d'autres raisons, notamment des changements d'équipe récents, l'absence du cadre de la santé, voilà, plus des problèmes organisationnels ponctuels. 68% des non-participants pensent néanmoins utiliser les outils de la campagne ultérieurement, et nous les y encourageons fortement, puisque on l'a vu avec les retours d'expérience là sur les affiches. C'est vraiment cette dynamique de participation en pluridisciplinarité au sein des professionnels de santé, mais aussi associée aux résidents, aux familles et avec l'aide des animateurs, que l'on pourra être plus efficace sur les messages apportés. Diapo suivante. Donc, sur l'organisation de la campagne, donc maintenant on se concentre sur les 23 répondants qui ont pu déployer cette campagne. La communication, c'est essentiellement faite par un affichage au sein de l'établissement. Il y a eu aussi une bonne part de mailing vers les intervenants extérieurs de l'EHPAD, la diffusion sur écran via les réseaux sociaux, et puis tous les autres voies de communication qui ont pu être utilisées, comme la commission gériatrique, la commission géronto, les réunions d'équipe, les réunions d'information, voilà, des flash infos. Tous les moyens sont bons pour pouvoir communiquer et ont visiblement été utilisés. Ce qui a favorisé aussi l'organisation de la campagne, c'est un appui très présent de l'EMH, de l'EMH et de l'EMA, puisque EMH et EMA confondus, on a quand même presque 20 répondants sur les 23 qui ont pu organiser cette campagne. On a encore quelques-uns qui ne connaissaient pas encore leur EMH ou EMA. C'est peut-être dû au fait que les EMH et les EMA ne sont pas encore totalement déployés sur tous les territoires, ou pour certains sont vraiment très très récents. Voilà, mais on ne doute pas que ça ira mieux dans les prochains temps qui viennent. Sur le ressenti de cette campagne, la majorité des infirmiers ont eu un retour très bon, avec un très bon impact de cette campagne, un petit peu moins sur les personnels médicaux, mais ils sont juste derrière. Et puis, on a un retour un peu plus faible des familles et des résidents, et ça, on pourra l'expliquer tout à l'heure sur d'autres commentaires qu'il y a eu sur ces outils. Voilà, avec une implication majoritaire des médecins coordinateurs et des IDEC dans le conduit de la campagne, et ça, c'était primordial pour pouvoir accompagner les messages et puis pour pouvoir répondre aux questions des familles, des résidents, voire du personnel. Donc, un point très positif avec cette implication de l'encadrement médical. Alors, sur l'utilisation des quiz, les quiz sont... Donc, on avait fait des quiz accessibles directement en ligne. Ils ont quand même été majoritairement utilisés. Donc, il y avait des affiches pour communiquer le flash code ou le lien. Il y a quand même eu des utilisations en papier avec une ressaisie ensuite sur le logiciel, de façon à ce que les résultats puissent être comparés, enfin intégrés dans les résultats régionaux.
Et puis, il y a eu quelques saisies en papier qui n'ont pas été ensuite reportées sur la saisie en ligne. Donc, ce qui nous permet d'augmenter encore un peu plus notre taux de participation et le nombre de personnels qui ont participé à ces quiz. Ce qui était intéressant, c'est que des échanges ont pu être instaurés autour des quiz. Et donc, d'ailleurs, on avait l'expérience de l'EHPAD qui nous faisait le retour tout à l'heure avec la fiche et qui disait aussi que voilà, les échanges ont été organisés autour des quiz et des réponses et de l'argumentaire qui était apporté. Et les réponses argumentées au quiz ont été utilisées dans 82% des cas, donc ce qui nous réjouit puisque donc, les outils que nous avons mis à votre disposition ont pu répondre aux attentes. Voilà, et on le rappelle, c'est quand même un taux de participation important puisqu'on a eu 1380 quiz au total qui ont été renseignés. Diapo suivante. Alors, on avait aussi élaboré un kit de jeu pour les résidents. Donc, c'était un groupe pluridisciplinaire qui les a élaborés, avec notamment la présence et la participation très active de M. Glanzen, le représentant de France Asso Santé, que l'on remercie encore de son implication dans tous ces sujets. On avait aussi des animateurs, des psychologues, et donc on avait élaboré excusez-moi, un kit avec un guide de déploiement qui comprenait plusieurs jeux. Le fil conducteur étant l'apprentissage par la répétition et la répétition donc, de mots associés à une idée que l'on voulait faire passer sur la thématique qui nous intéressait aujourd'hui. Et donc, il y avait plusieurs jeux pour apprendre ces différents mots et la notion qu'on voulait y associer, et une gradation dans les jeux de façon à ce que on puisse déjà travailler sur cette pédagogie par la répétition, mais aussi pouvoir répondre aux différents niveaux de troubles cognitifs ou de compétences des résidents. Donc, il y avait une gradation un peu à suivre. Donc, le premier jeu, c'était un bingo démo où l'animateur pouvait donc dire le mot et dire la définition qui était associée. Et donc, comme pour un loto avec des chiffres, le résident devait retrouver le mot sur sa cartonnette. Donc, on avait fait à la fois donc, tout ce catalogue de mots et de définitions associées avait été élaboré par le groupe de travail et était donc proposé dans ce bingo. En utilisant toujours ce même catalogue de mots, on pouvait ensuite utiliser le métaplan, qui était un jeu d'appariement de paires, où d'un côté, on avait les mots et de l'autre côté, l'idée à y associer. Et donc, on devait retrouver les associations. Ensuite, on avait des jeux on montait donc en gradation de difficulté avec des mots à deviner, des mots cachés ou, le plus compliqué, les mots croisés. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment à adapter en fonction des capacités des résidents à y participer. Et donc, bien évidemment, le bingo des mots était celui qui était le plus facile et exploitable pour l'ensemble des résidents. Et puis, les mots croisés, les mots cachés étaient réservés aux résidents qui avaient encore la capacité de pouvoir les faire. Mais les définitions et les mots à trouver dans les mots croisés et les mots cachés, c'était les mêmes mots et les mêmes définitions que celles dites énoncées dans le bingo. Donc, c'était pour ça qu'il y avait un intérêt et une raison à suivre la gradation dans les jeux. Voilà. Et en moyenne, 2 séances de jeu ont été organisées. Par contre, on a eu 212 téléchargements de kits des jeux, donc un beau succès. Mais malheureusement, on n'a eu que 3 répondants de l'enquête qui ont utilisé le kit. Donc, on espère avoir sur le terrain un peu plus de retours. Sachant que ces jeux peuvent être sont totalement accessibles et toujours accessibles en tout temps. Donc, on pourra toujours les réutiliser tout au long de l'année. Et puis, peut-être pouvoir les proposer à des périodes
qui seront plus propices pour vous, parce que c'est vrai qu'entre novembre et décembre, c'est des périodes où les animations sont très nombreuses avec Halloween, puis après puis la préparation de Noël. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment en termes d'animation au niveau. Il y a la semaine bleue aussi dans cette période-là. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment pour pouvoir assurer ces jeux. Mais voilà, vous les avez à disposition et vous pouvez tout à fait le reprendre à d'autres périodes peut-être plus creuses de l'année. Diapo suivante, je suis peut-être un peu débordée, non, c'est bon. Pour accompagner cette animation avec les résidents et les familles, l'idée c'était avec ces mots, de préparer l'arrivée d'une séance plus conviviale avec peut-être les familles et la projection d'une vidéo animée qui reprenait en fait, qui mettait en animation toutes les notions abordées dans les jeux et les jeux liés aux mots. Donc l'idée c'était de faire une séance de visionnage animée par le médecin ou les IDEC, les familles y étant invitées, et le concours de l'affiche permettait aussi de faire cette communication auprès des familles, et puis donc de générer des discussions suite au visionnage. Donc on a eu un retour d'une EHPAD qui a pu aller jusqu'au bout et donc assurer cette séance également. Et donc cette vidéo est aussi tout le temps disponible, donc là aussi vous pouvez la réutiliser à tout moment au cours de l'année et générer ce temps d'échange avec les résidents et leurs familles quand vous le souhaitez au cours de l'année. Diapo suivante. Voilà, alors si on peut faire un retour de points forts et des difficultés sur cette animation, c'est que le point fort, c'est le travail en équipe, la transversalité entre professionnels de l'EHPAD. On l'a vu pour les EHPAD qui ont pu s'exprimer autour de leur production d'affiches, que ça a vraiment été un point fort dans la réalisation, et on en voit le bénéfice. Il y a eu des retours très positifs, beaucoup d'intérêt, d'adhésion des professionnels. L'intervention ou l'appui de l'EMH ou de l'EMA est un point très, très positif pour promouvoir cette campagne et promouvoir les messages à diffuser. Et les outils ont été jugés très ludiques. Par contre, les difficultés, on les a déjà évoquées. C'était le manque de temps pour l'organisation interne de la campagne. D'où notre décision vraiment de vous laisser le temps de l'organiser en vous laissant les outils à disposition. Un peu plus compliqué de toucher les résidents par un peu de la complexité du sujet, les troubles cognitifs. C'était vraiment pour ça qu'on avait évoqué et construit le kit de jeu sur la répétition pour qu'on ait cet apprentissage par la répétition. Donc, peut-être que ce temps de répétition, justement, a été trop court cette année. Alors, ce qui est plus compliqué, bien sûr, c'est de toucher tous les professionnels libéraux par manque de disponibilité, d'inclure la campagne dans le programme d'animation déjà établi et avoir le temps aussi de collaborer avec les représentants des familles via le conseil de vie sociale, par exemple. Diapo suivante. Donc, on vous remercie vraiment pour votre participation. Tous ces retours, les retours que vous nous avez fait via cette enquête, c'est que vraiment, c'était un outil, des outils qui étaient très positifs, qui étaient aidants pour vous, pour communiquer sur ce sujet, mais que ce qu'il vous fallait surtout, c'est un peu plus de temps pour l'organiser. Et donc, on vous propose de reconduire cette campagne pour 2024. On vous laisse à disposition tous les outils sur nos sites, donc que ce soit celui du CEPIA TB ou celui de l'Omédic Occitanie. Et puis, pour reprendre un slogan très entendu ces jours-ci, c'est on compte sur vous pour les campagnes à venir et puis pour poursuivre cette campagne tout au long de 2024. Merci Monique pour ce point final. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent s'exprimer. Voilà, on est là pour échanger avec vous, tirer ce qui a bien marché, voir ce que l'on peut améliorer, et vos suggestions seront bien sûr toutes les bienvenues. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, ouvrez vos micros. Ne soyez pas timide.
Bon, personne n'a de remarques. Pas de commentaires particuliers ou par le chat, ceux qui n'ont pas de... Il y a une main levée, il y a une main levée. Prenez la parole. Oui, oui, bonjour. Donc, je suis Nathalie Clémencé, je suis l'IDEC de la résidence Corien à la Côte-Pavée. Donc, nous avons effectivement pu organiser un temps avec les familles, les résidents autour, et avec donc moi-même et le MEDEC, nous l'avons organisé ensemble. Alors, c'était très enrichissant, c'était intéressant. Bon, c'est vrai que vous avez souligné la difficulté en fait, de la période pour organiser ce type d'événement parce qu'effectivement, on a navigué entre quelques épidémies. Voilà, c'était et puis effectivement, les fêtes de Noël qui s'approchaient, tout ça, c'était peut-être pas la période la plus favorable, mais c'était quand même aussi la période où on parle souvent d'infections dans les EHPAD. Donc voilà, c'est à la fois il fallait le faire, mais pas forcément facile à organiser, mais on a eu un très bon retour alors de ceux qui ont participé, les résidents en particulier, ils ont bien participé. J'ai été étonnée par l'intérêt qu'ils ont porté à cette animation et aux réponses qu'ils ont données qui étaient quand même très bonnes et pertinentes. Et on a fait en fait les quiz, on a fait le quiz ensemble en commun si vous voulez. Donc les résultats, c'était collégial. Nous avons fait un quiz participatif avec les familles et les résidents. Voilà. Écoutez, merci vraiment merci pour ce retour. Donc voilà, comme on vous l'a dit tout au long de la présentation, n'hésitez pas à utiliser vraiment tous ces outils, les programmer dans les animations. Donc on les laisse, peut-être il y a des moments qui sont plus propices, voilà, vous avez moins d'activités d'animation. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Il y a un commentaire, donc Nathalie qui est IDEC à Notre-Dame, je ne vois pas la suite. Nous étions inscrits, mais manque de personnel, cluster Covid, fête de fin d'année, manque de temps. Bon, fait que nous n'avons pas été, il n'a pas été possible de le réaliser. Pardon. Nous allons essayer de faire cette campagne dès que possible en 2024. Ben, voilà. C'est tout à fait le sens du message qu'on voulait vous délivrer aujourd'hui. Voilà, donc les outils vraiment sont le fruit de l'implication de toutes ces personnes, de toutes ces personnes ressources sur la région, et vraiment ils sont pour vous. Hein, donc c'est vraiment. Sandrine, il y a deux mains levées. Madame Lucille Boghini ou Bougini, je ne sais pas, excusez-moi. Bougini. Et monsieur Gamzen après. Voilà. Peut-être on peut Marie, tu peux enlever peut-être le diapo, là, comme ça on aura plus de Alors, Lucie Boghini, c'est le MH du 65. 65. Voilà. Bonjour, moi je suis la praticienne hygiéniste du 65. J'ai trouvé les outils, on a trouvé les outils très très bien. Que ce soit les jeux, les quiz et tout ça, c'était vraiment très intéressant. Après, c'est sûr que de l'intégrer dans les plannings d'animation et tout ça, c'était trop compliqué entre le temps du début de campagne et la fin, quoi. Après, voilà, après, nous, on a quand même des difficultés. Le temps UMA est court, donc ils ont moins de temps d'intervention que nous. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, j'ai trouvé la campagne très intéressante. Et voilà. Et donc, on essaiera de faire mieux en 2024. Et voilà pour les antibiotiques. Et puis, je voulais aussi dire que nous, on cherche un praticien à 0,5 en Haute-Pyrénées. C'est pas un dating, en fait, on va dire. Voilà. Vu qu'on était sur le podium, je me permets de le dire. À 0,5 pour l'UMH, que ce soit pour les EHPAD et le service handicap pour travailler en collaboration avec moi qui suis déjà le PH et les deux infirmiers hygiénistes. Voilà. En tout cas, merci à tous. Quelqu'un veut aller au contrefort des Pyrénées, c'est le moment. Merci, Lucien. Monsieur Gamzen, si vous voulez prendre la parole. Ah, vous n'avez peut-être pas le micro. Il faudrait peut-être ouvrir votre micro, s'il vous plaît. C'est une très bonne idée. Je vais mettre mon micro. Je voudrais simplement dire, d'abord, en ce qui concerne Mme Lucille Bouvigny, elle a bien raison de profiter d'avoir l'audience pour passer sa petite annonce gratuite. Non, ce que je voulais dire, c'est que le résultat que je viens de voir, bon,
moi, ça me réjouit parce qu'on a quand même eu une bonne adhésion et il y a un sujet de réflexion. J'ai entendu tout à l'heure, nous, on a répondu en groupe à plusieurs, individuellement ou à plusieurs, peu importe. L'essentiel, c'est surtout qu'on en parle, qu'on y réfléchisse. Et je crois que même en effet rétroactif, enfin en action rétroactive, on pourrait suggérer, moi enfin j'ai des idées au niveau de France Asso Santé, suggérer à certaines associations qui font partie de France Asso Santé, et les autres d'ailleurs, d'aller sur le site et éventuellement d'en discuter, de proposer les sujets, soit au niveau d'associations, de groupes, au niveau des municipalités, etc. Donc, d'utiliser cet outil qui est quand même quelque chose de bien complet. Et puis, on s'aperçoit que il y a quand même des surprises. Moi, bon, c'est vrai que la difficulté n'était pas la même quand on s'adresse aux praticiens que par rapport aux usagers. Mais enfin, j'ai quand même été surpris de certaines réponses sur les trois groupes. Et je pense que ça confirme mon idée que c'est un outil constructif qu'il faut savoir réutiliser dans le temps. C'est ça qui me passionne. Voilà. J'avais fini. Oui, merci pour ce retour qui vraiment est une bonne synthèse de l'ensemble des échanges. Il y a Valérie Garnier qui est le représentant du RPS Pharmacie. Peut-être que tu veux prendre la parole, Valérie? Oui, c'est ça. Merci, oui, Valérie Garnier, donc RPS Pharmacien. Moi, je déjà vous féliciter parce que vraiment, cette campagne a été superbement menée. C'est pas pour vous flatter, hein, voilà, c'est du fond du cœur. J'ai été extrêmement, mais vraiment extrêmement intéressée par le retour des quiz. Et je pense qu'on pourra faire fructifier ces retours et focus sur les manques, autant au niveau grand public que professionnel de santé, pour savoir dans quel sens on doit travailler, en fait, pour l'un comme pour l'autre. Et puis, la campagne faite notamment par l'Omédite avec Monique, bon, c'est vrai que c'était plus facile de la faire sur des EHPAD, hein, puisqu'on a des personnes qui sont sur un lieu unique. Mais comment envisager de pouvoir la transporter au niveau ambulatoire libéral, peut-être, du coup, Philippe, au niveau des CPTS, par exemple, c'est quelque chose qui peut peut-être être transposable au niveau libéral, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas en EHPAD, donc c'est dommage qu'on loupe cette population. Voilà, c'était pour mes réflexions. Merci. Merci. On avait envisagé en effet de proposer notamment le kit d'animation de jeu, soit au café du 3e âge, les rencontres du 3e âge, les associations locales. Mais il fallait que ça aboutisse après au visionnage de la petite animation de façon encadrée avec soit l'implication d'une CPTS pour qu'il y ait quand même les explications médicales ou paramédicales qui étaient, en tout cas soignantes, qui étaient nécessaires pour animer cette vision. Mais le kit peut totalement être déployé également sur l'ambulatoire via ce type de structure. Tout à fait. Oui, je confirme, on a eu cette réflexion hein, pour l'outil existant. Effectivement, maintenant, il faut trouver des personnes ressources, notamment sur les CPTS, pour pouvoir les déployer dans les clubs du 3e âge, par exemple, ou d'autres endroits où les personnes où des personnes âgées puissent se retrouver et leur proposer ce type d'animation. Donc, sur Romoulin, c'est à l'étude avec la mairie de Romoulin qui a sollicité des associations pour effectivement proposer des animations. Donc, pourquoi pas, effectivement, ça fera partie très certainement du programme l'année prochaine sur la Semaine mondiale des antibiotiques. En utilisant les mêmes outils, bien entendu. Il y a eu tellement de travail qui a été fait sur l'élaboration de ces outils qu'il serait dommage qu'ils ne soient plus utilisés derrière, bien entendu.
Oui, bon. Par contre, effectivement, il y avait quand même la prudence à un moment donné d'avoir un professionnel pour animer le temps d'échange. Oui, mais justement, à travers les CPTS, il y aurait un professionnel, soit une infirmière libérale, soit un médecin qui serait là pour tutoriser, hein, quelque part, évidemment, oui, bien sûr. Merci Philippe. Est-ce que d'autres Il y a le personnes... Je voulais dire qu'il y a le CH de Florac qui voulait prendre la main et je vois sur la petite image qu'il y a des résidents qui nous ont rejoints. Donc, ce serait peut-être bien de leur afficher le diplôme qu'ils ont obtenu avec leur très joli merci. affiche. Je vais le repartager. Tu as une vision grande angle, toi. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis l'animatrice du centre hospitalier de Florac et on est très heureux d'avoir participé à cette campagne, d'autant plus que nous avions déjà participé au lavage des mains l'année dernière où on avait eu un diplôme aussi. Donc on est très fiers et très heureux, on vous remercie énormément et quelques résidents ont tenu à venir pour écouter tout ce que vous aviez à dire et on apprécie beaucoup. Donc au nom des résidents et de tout le monde, un grand merci. Félicitations aussi aux EHPAD sur Béziers et le petit village qui est à côté de Béziers. Et je suis bien heureuse aussi parce que moi, j'ai passé ma formation en BPGEPS animation sociale là-bas et j'en ai un très bon souvenir comme quoi nous sommes bien formés à Béziers. Bravo à tous et merci. Surtout merci à vous, à vos résidents. On applaudit bien fort les résidents et tous les résidents qui sont là. Bravo. Merci, bravo. Oui, bravo à tous. En vrai pour Hervé. Et on vous espère sur le podium l'année prochaine aussi. Et oui, ça serait Tant bien. qu'à faire. On va essayer. En tout cas, nous sommes très motivés. On va essayer. Voilà, jamais 203. Jamais 203. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter notre chanson un peu humoristique sur le sirop chiffon, les antibiotiques? Ah non. Ben, vous pouvez nous la faire là? Les chanteurs sont là? Juste un petit bout de refrain. Allez, ouais. Donc c'était le refrain, c'était buvons, buvons, buvons un antibiotique universel, panacée à la cuillère ou bien dans un verre. Rien ne pourra le remplacer. Voilà, on vous avait envoyé cette petite vidéo où tous les résidents de l'EHPAD ont participé. Bravo à vous. Bravo, bravo. J'ai lu dans le carton avec des petites fioles d'antibiotiques. Merci beaucoup. Il faudra faire un petit film. Voilà. Merci. Alors, on a une main levée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci aux résidents. Alors, il y a M. Gonzalvo qui avait levé la main. Ah, vous avez pas... On vous entend. On vous entend. Celui-là, non, mais il n'a pas le micro. Ah, hop, vous n'avez pas de micro? Le micro est fermé, monsieur. Voilà. Ah. Peut-être en mettant la souris clic droit. Oui, si j'arrive, moi, voilà. je ne sais pas si je peux vous mettre là. Moi, je ne peux pas vous... Ouais, je peux pas vous mettre le micro. Enlever surtout. Bon. Je crois pas. Vous avez le micro? Il doit être affiché peut-être en haut de votre écran. Alors, on va peut-être revenir aux commentaires tant que vous trouviez le micro. Ah, il y a quelqu'un qui souhaiterait que vous rechantiez la chanson. Bon, on va voir. On va peut-être essayer d'avoir le film. Donc, on avait un commentaire. Si vous êtes d'accord, on va essayer de vous la passer carrément. Oui, passez-la. Oui, oui.
Je le passe. Ils l'ont pas reçu? Ouais, mais c'est lourd. Donc il y a Coralie Massé nous écrit: nous allons suggérer les outils aux équipes d'animation lors de la semaine sécurité. Ben voilà, c'est parfait, c'est un bon moment pour le faire. Il y a aussi des messages sur la vaccination, hein. Donc il y a la semaine mondiale de la vaccination qui arrive là le 22 avril. Je ne dis pas de bêtises, Monique, tu me dis, hein? Non, c'est ça, oui. Bêtises, voilà, donc là il y a aussi des messages sur la vaccination. Donc il y a Claire Burga de l'EHPAD, j'ai peut-être pas la suite. Alors, n'étant que 2 IDE dans notre petite structure, il est difficile de participer. Nous sommes toujours à l'écoute pour évoluer et passer les messages dans nos équipes. Merci de votre travail. Merci à vous d'être à l'écoute. Donc, Evelyne, non mais ça, voilà, c'est notre collègue qui a l'air tout contente. Rechantez-là. Amandine. L'année prochaine. Et Claudette Sommet de l'EMH du 32. Et par contre, c'est dommage parce que on a l'EHPAD qui essaie de... Je ne sais pas si Caro à Montpellier, si tu es connectée peut-être. Et oui, je suis connectée, mais je n'arrive pas à remettre le micro. Bon, ben, je ne sais pas. Ben, écoute, pas grave. Je vais tenter un dernier truc. Et c'est, ouais, je sais pas comment tu peux faire. Parce que le monsieur n'arrive pas. Allez-y, monsieur Gonsalvo. Eh ben non, ça ne veut pas. Est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat si vous voulez, si c'est merci. Sur le côté. Bon. Ça n'a pas l'air aussi plus facile que ça. Bon. Donc, est-ce que d'autres personnes veulent témoigner, partager? Difficulté, voilà, c'est le moment. Ça y est, notre médecin co. Merci pour les outils. Nous allons prévoir une campagne avec notre MH et le nouveau conseil de vie sociale. Oui, alors c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas, c'est peut-être, on se disait quand on a préparé ce bilan, que c'est peut-être un endroit où les IDEC pourraient, ou les médecins co proposer aux EMH et aux EMA de venir présenter les outils aussi pour essayer de communiquer vers les familles. S'il y a la possibilité, ça va être des moments où on peut programmer avec les représentants des résidents et les représentants des familles d'échanges, parce qu'on discute bien sûr de la qualité du repas. Souvent, c'est les griefs qui sont échangés sur le conseil de vie sociale, mais on peut aussi peut-être avoir un temps de partage de ces campagnes à ce moment-là, ce qui peut peut-être permettre de fédérer en amont du déploiement l'ensemble des acteurs. Voilà, je ne sais pas, nous on avait, je ne sais pas, Philippe, Monique, Marie, Hervé, c'est quelqu'un, Monsieur Glanzen, Valérie Garnier, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ça fait une heure et demie, je pense. Voilà, c'est bon pour moi, c'est celui remercier vraiment toutes les EHPAD et tous les professionnels et résidents qui ont participé à cette campagne et qui nous ont fait des retours aussi positifs. Ce qui prouve que voilà, on peut véhiculer des messages importants par ce biais et c'est une bonne chose, c'est bien. Merci à vous. Merci Monique. Monsieur Glanzen, peut-être le mot de la fin, si vous voulez. Avec le micro toujours, c'est mieux, hein, vous savez. Je voudrais ajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure que j'ai entendu aussi que on était un peu... Certains disaient, j'étais débordé, le temps, je ne l'avais pas, etc. Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas qu'on culpabilise, parce que si on est là, c'est parce que je pense qu'on est tous très motivés par ce qu'on fait, et ce pourquoi on agit, quel que soit le domaine. Et c'est une activité qui prend beaucoup de temps. Enfin, je peux vous dire qu'au niveau de France Asso Santé, on est très, très sollicité. Donc, ce n'est pas toujours possible de participer autant qu'on le souhaiterait. Mais là-dessus, je pense que personne d'entre nous doit faire de complexe. L'essentiel, c'est d'y aller, d'avancer et de cheminer ensemble. Et la preuve, les résultats sont là, quoi. Il n'y a pas d'arrière-pensée à avoir. Donc, pour moi, je dis bravo à tous, quel que soit le temps que vous pouvez accorder.
Merci pour cette conclusion. Et peut-être, je ne sais pas, les pattes de Florac qui veut peut-être pousser la chansonnette pour finir. On se quitte sur ça. Oui, Vous c'est avez très l'air bien, prêts. bonne idée. Voilà. Bon, en tous les cas, merci à tous. Et vraiment, merci pour votre écoute et puis l'implication de tous.